Dorénavant sur Ado, les plus grands mystères de notre vie. Les plus grands mystères de notre vie. Bob vous en dit toute la vie. Chaque jour, lorsque l'on prépare l'émission, on essaye avec toute mon équipe de vous offrir ce qui n'a jamais été abordé de façon sérieuse, ou alors brièvement, ou alors survolé. Parmi les thèmes qui font ce talk show unique sur la bande FM, il y a les différentes civilisations qui ont, et peut-être même peuplent encore notre planète. Certains parlent de fées, d'autres de trolls, d'autres des êtres de la nature, et puis certains parlent des géants. C'est le cas de mon invité, Marie Roca. Bonsoir Marie. Bonsoir Bob. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, c'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice, mais bon. Ça va bien se passer, moi aussi, c'est la première fois. Marie, donc, historienne et romancière, curieuse de tout et passionnée d'histoire de la Terre et de ses populations et des civilisations dont les gens et hommes sauvages velus. Qu'est-ce qui vous a donné à un moment donné l'envie de vous intéresser à ces hommes un peu particuliers, sauvages et velus ? Ah ben pour les hommes sauvages évolus, c'est parce que j'ai lu pas mal de choses qui sont des faits réels avérés, il y a parfois eu même des procès contre eux. Il y a quand même 30 000 minutes de procès contre les hommes sauvages velus. Ah oui, d'accord. Hein, donc au Moyen-Âge, on en a brûlé. Et puis je suis tombée même sur pire que ça, puisque les derniers ont été exterminés dans les Alpes, vers un peu avant 1830, et on le sait parce qu'il y avait un érudit qui s'appelait le docteur Rome, près de Grenoble, et qui a rencontré Balzac et qui lui a livré en confidence ce qui s'est passé. Alors en deux mots, avec autorisation du préfet, il a été décidé de déplacer ces derniers hommes sauvages velus qu'on appelait les Marfolas. Et qui était du genre un peu Sasquatch. Hein. Ah oui, d'accord. Pongoïde, à peu près 2,60 m. On en a parlé ici. Voilà. Et puis, en même temps, ceux qu'on appelait les crétins des Alpes. Alors, les crétins des Alpes, si on vous parle des crétins des Alpes, on va vous dire, ce sont des gens qui avaient un problème d'iode. Mais pas du tout. Les crétins des Alpes, c'était des gnomes. Ah oui. Une race de gnomes qu'on ne trouvait que dans les Alpes, françaises et suisses. Hein, d'accord. Du Valais également. Et donc, il en restait plus beaucoup. Et ils ont été tous emmenés en convoi. Et on devait soi-disant les emporter vers une autre ville, un autre endroit, après une sorte de réserve en fait. Et en fait, on les a basculés dans un ravin. Ah ouais. D'accord, comme quoi la déportation elle a toujours existé, en fait, c'est ça. C'est ça. Et l'extermination, c'est incroyable. Hein. L'extermination, on en reparlera peut-être un peu à propos des géants aussi. Exactement. Moi je suis tombée sur des documents comme ça, c'est toujours le hasard en fait. Quand j'ai écrit sur les Amérindiens, c'est le hasard qui m'y a amené. Quand j'ai écrit sur les Celtes, c'est différent, c'est parce que j'ai eu un revécu de vie antérieure. De femme druide, et puis je connais tout ça, hein. J'ai fait refaire les instruments de la musique de cette époque, c'est pas rien, alors que j'ai pas de formation du tout dans ce domaine-là. Voilà, c'est toujours, je pense que il y a une guidance quelque part. Alors vous avez écrit le livre Autre Humanité, on le retrouve un chapitre donc sur les géants. On va en parler dans une poignée de secondes, Marie, mais nous on a quelque chose de géant tous les soirs, c'est la pub. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, on remplit le frigidaire avec le géant vert, ça va bien se passer. On aura du maïs au moins. Et on parle de ces géants dans un instant. C'est Ado que vous écoutez à Paris sur 97.8. Pardon ? Ils vont vous payer, géant vert. Je sais pas, mais en tout cas, moi il m'a toujours fasciné quand j'étais petit. J'adore. Allez, Paris 97.8, c'est Ado, et 93 à Toulouse et partout en France et dans le monde via le player qui est à votre disposition sur le Facebook Bob vous dit la vérité ou sur le site adofm.fr. Tous les soirs sur Ado. Tout ce que l'on nous... Et vous êtes très nombreux et nombreuses d'ailleurs à réagir sur la page Facebook Bob vous dit la vérité. Hein. Oui, il y a Kiki qui nous dit au moins c'est sûr, Bob descend pas d'un géant. Merci Kiki, c'est magnifique, bravo, belle vanne. Mais je prends, moi qui adore vanner, je prends. Alors on est avec Marie Roca, historienne et romancière. Marie, donc on va parler de ces géants. À partir de quand on a commencé à voir apparaître ces géants, en tout cas dans l'histoire, à partir de quand on les a répertoriés? Alors il en est beaucoup question de l'Antiquité, mais déjà je vais peut-être un peu citer la Bible, parce que la Bible est en partie fondée sur... c'est plusieurs livres, en partie fondés sur des observations. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve la même chose dans la Bible, chez les Mayas et chez les Hindous, à peu de choses près, à part les noms un peu qui changent, mais c'est la même chose qui est sortie. C'est-à-dire que il y a eu donc les anges déchus, qui ont été rejetés sur la terre, qui étaient en fait immenses, très grands.
et qui se sont en fait, donc on les appelait les Néphélim. Je crois que Mathieu connaît. Et ils ont en fait procréé avec des femmes humaines. Ah bon? Et oui, et ils ont donc engendré une race de géants terrestres, les Réphaïm. Et qui, donc, ces Réphaïm, ils se sont montrés à un certain moment très, comment dirais-je, de très mauvaises mœurs, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ils ont été, donc, Dieu a décidé de les châtier en grande partie, peut-être pas tous, puisqu'après on va voir que certains ont subsisté. Mais donc, il y a eu, par exemple, ils ont été battus, ça c'est noté, c'est une bataille qui a eu lieu par c'est un roi juif, je pense, Kedor Laomer à Astéroth Karnaïm. Hein, c'est donc on retrouve ça, tout ça c'est dans la Bible. Hein. D'accord. Donc ils habitaient dans le pays donné à Abraham. C'est ce qui est dit dans la Bible. D'accord. Et donc ils ont ces gens-là finalement, bon, la plupart de ces géants auraient été exterminés à un moment donné. Il en serait donc resté un certain nombre. Mais exterminés par les humains, parce qu'en fait c'était quoi, au nom de la différence, c'est ça? Alors à cette époque-là, il est dit je dis ce qui est dit dans la Bible. Hein. Dieu les châtie en fait un peu par la main donc d'ennemis, et puis un peu parce que je ne sais pas comment ils se sont comportés, mais s'ils se sont comportés comme ceux que nous verrons plus tard, pour certains, on peut comprendre. Et donc par la suite, donc pour le dernier, je vais parler du dernier de ces rois Réphaïm, c'est le roi Og. Alors il était roi de Bassan. Et il était le seul survivant de la race des Réphaïm. Et on dit donc, c'est dit toujours dans la Bible, hein, que son lit mesurait en longueur, bon c'est donné en coudée, mais en mètres, ça fait 4,50 mètres quand même de long. Hein. Ah oui, c'est grand, parce que moi je me perds là. Hein, donc là... Oui, 4,50 mètres, c'est pas mal, mais c'est encore un petit géant, on va voir. Hein. Ah, oui. Donc parce que là vous me dites qu'il y a des gens qui sont plus grands que 4,50 mètres. Oui, on va jusqu'à 34 mètres. Ah, d'accord, ok. Je vais aller me coucher, moi. Putain, pourquoi j'en ai pas pris un tout petit peu de ces gens-là, moi. Donc, moi qui fais à peine 1,70 m, les pieds levés. Une découverte, je crois, ou deux. D'accord, ok. Mais la majorité de ceux qu'on découvre, c'est effectivement autour de 4 mètres, autour de 7-8 mètres, et une troisième tranche vers 11 mètres. Donc on peut peut-être en parler après de morphologie. Bien sûr. Alors également, on trouve en Irlande les 4 peuplements d'Irlande. Le premier peuplement qui est donné donc dans les écrits irlandais, ce sont les Firbolg, qui étaient des géants. D'accord. Donc là encore, on dit que ce serait eux qui auraient élevé tous les mégalithes, dans tout le monde occidental en tout cas. Et donc ces Firbolg, c'est pareil, ils se sont comportés, on revient toujours à la même histoire, ils se comportaient d'une certaine manière, et l'humanité qui lui a succédé les a en fait battus, quoi. Les a fait disparaître. Parce qu'en fait, on n'aimait pas leur comportement, leur façon de se mouvoir, leur façon de vivre, d'évoluer, c'est ça? Si on se réfère à ce dont on va parler plus tard, il y avait l'anthropophagie dans l'air. Enfin, ils mangeaient, les hommes leur servaient de bétail. Voilà. Ah oui, voilà, c'est un peu normal qu'on les exterminait quand même. Donc voilà. à un moment donné, il y a une réaction. Enfin, à partir du moment où les hommes commencent à savoir s'organiser, où ils arrivent à avoir peut-être une supériorité en armement. Donc ils réagissent. Hein. Moi je comprends, on n'a pas envie de finir en paupiette quand même. A priori, je pense qu'ils mangeaient même cru. Hein. Ah, des sushis. Des très gros sushis. J'étais amateur de sushis. Baleine, en fait. Alors, dites-moi, est-ce qu'on a retrouvé, parce qu'au gré des aventures, des enquêtes archéologiques, il semblerait qu'on ait retrouvé des os de géants justement de par le monde. Ah oui, mais je vais en parler. Mais juste avant, je veux faire une petite parenthèse sur le Gargantua. Ah oui, alors celui-ci, il a bercé notre enfance, hein, Gargantua. Alors, c'est très important ce que je vais dire parce que c'est effectivement très scato, hein, souvent Gargantua. Alors déjà, Gargan, qu'on retrouve dans le livre Gargan d'ailleurs. Ah oui. Gargan, ça veut dire géant. D'accord. Hein, en celte. Et donc Gargantua, c'est la pierre genre menhir, hein, d'accord. La pierre élevée. D'accord. On retrouve dans Nantua. Nant, c'est le ruisseau, dans la ville de Nantua, donc c'est la pierre dans le ruisseau. Et là, donc c'est la pierre géante. Et vous retrouvez un peu partout en France des endroits dont on dit, par exemple, une petite éminence rocheuse, on va dire, c'est un étron, enfin un caca, hein, de Gargantua. Ah, c'est un étron de Gargantua. Voilà. Et puis on va dire que tel torrent,
tel ruisseau, c'est carrément de la piste de Gargantua. D'accord. Et en fait, c'était donné sous cette forme imagée, sous une forme légendaire. Ouais. Chez Essel, c'était comme ça. Ils passaient leur connaissance comme ça. D'accord. Et ils ne passaient pas ils savaient écrire, hein, ils écrivaient beaucoup de choses pratiques, mais ils n'écrivaient pas leur tradition, leur savoir, leur histoire. Et donc, ça déterminait, en fait, c'est quand on donnait des endroits de force tellurique, des endroits de force également hydraulique, et qui leur permettaient de faire des calculs, savoir, là on construisait pas, c'est de la géobiologie, en fait. D'accord. Alors, moi, on va parler bien sûr des os qu'on a retrouvés, mais est-ce qu'on peut imaginer que aujourd'hui il y a encore des géants de par le monde quelque part? Parce que je vous dis ça parce que apparemment il y a des témoignages. Oui, voilà. Je vous dis ça parce que on en parle tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux peut-être parler de suivre un peu la chronologie. Je vais pas citer toutes les découvertes. Je vais en citer quelques-unes parce que je crois qu'on va être pris par le temps de toute façon. Donc et puis bon, il y en a des centaines. Donc. Non mais je vous dis ça parce qu'il y a pas longtemps, je crois que c'est en Russie. Je crois qu'il y a tout un voilà. Je crois qu'ils étaient 200 personnes, je crois avoir vu sur une colline trois géants, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Alors je vais le citer. Hein, ça, de toute façon, je l'ai. C'est un truc assez spectaculaire. C'était, mais en fait, c'était le truc où le géant sort d'une soucoupe volante. En fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est encore autre chose. Autre chose. De même que, par exemple, on voit beaucoup des photos, par exemple, de géants qui sont issus de la race humaine, qui ont en fait un dysfonctionnement. Et ils ont donc, vous avez des gens qui dépassent les 2,60 m. Hein. Je crois qu'il y a un Chinois et un Ukrainien. Oui, il y a un Chinois qui est juste super grand, 2,60 m. Voilà. Mais là, on voit qu'ils ont une disproportion, si vous voulez. Oui, parce que là, on voit que c'est une maladie, hein, la plupart du temps. Oui. On voit qu'ils ont de très grandes jambes, qu'ils sont friables. Et puis, alors que les géants dont on retrouve les squelettes, eux, ou les momies, hein, parce qu'on a trouvé des momies aussi. Ouais. Et c'est encore plus spectaculaire. Bien sûr. Comme là, je vous ai mis peut-être dans le dossier la photo d'une mère géante avec son enfant. Une momie. Bon, on se rend compte qu'en fait il y a une proportion, comme dans nos proportions à nous, hein, il y a une proportion bien faite. Ce sont pas des gens qui sont issus de maladies, ce sont vraiment ou une race ou une espèce. Hein, alors, dites-moi, Marie, cette population de géants, est-ce qu'elle est terrienne déjà, puisqu'on a parlé éventuellement d'êtres extraterrestres, donc sortant de soucoupe qui sont énormes. Ça, c'est encore autre chose, mais parce que aujourd'hui, on a la sensation, en tout cas, à part dans la Bible, voilà, on voit bien, ou dans quelques récits peut-être religieux, mais on voit bien que l'histoire nous montre que 1m76, à peu près la taille moyenne de l'homme, hein, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas en France, et on n'a pas l'habitude, en tout cas, de voir ces géants, et en tout cas d'en parler ouvertement au gré de notre histoire, quoi. Non, alors au gré de notre histoire, si, en fait, on était... Moi, j'étais pas très bon à l'école quand même, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler. Dans l'histoire enseignée, non. Dans l'histoire qu'on enseigne, tout est occulté. Vous savez, il y a deux chapes de plomb. Ouais. Vous avez le cartésianisme qui d'ailleurs, on en a fait ce que Descartes ne voulait pas en faire. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas lu tout Descartes, qui n'ont même pas lu le préambule du discours sur la méthode. Mais enfin bon, parce qu'ils comprendraient que ce qui en a été fait n'est pas ça. Et puis l'autre chape de plomb, c'est le darwinisme, et là encore qu'on a détourné son propos initial. Mais ceci dit, Darwin, s'il avait connu ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir l'ADN et les génotypes, les chromosomes, il serait qu'on ne peut pas descendre d'une espèce de singe, puisque si on compare avec tous les grands singes, on n'a pas du tout le même nombre de paires de chromosomes. Donc ce n'est pas possible. Il peut pas y avoir de filiation du singe. Donc il y a une évolution intrinsèque à notre espèce qu'on voit actuellement. Si vous avez vu, par exemple, donc on grandit. Hein, maintenant, vous avez même beaucoup de femmes qui dépassent 1m80, ce qu'on ne voyait pas. Je dirais que les femmes, il y a 30 ans, quand elles... Ça, c'est aussi un peu l'évolution. C'est aussi un peu la nourriture, hein, les hormones, tout ce qu'on prend, etc. La nourriture, et puis on fait pas la même chose, c'est-à-dire que beaucoup de gens avant travaillaient dans les champs, donc ils se développaient autrement, ils étaient un peu plus tassés, un peu plus, mais plus musclés. Et ils n'avaient pas les maux de dos que nous avons d'ailleurs. Alors ça veut dire quoi, Marie? Ça veut dire que peut-être que, en fait, on dit que l'homme est arrivé 6 à 7 millions d'années. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là étaient là avant? On peut imaginer qu'ils étaient... Oui, tout ça c'est faux, parce qu'on sait très bien qu'on a des traces d'artefacts qui datent des empreintes humaines qui datent, on en a de 500 millions d'années. Hein.
C'est quand même assez hallucinant. Et on voit d'ailleurs souvent dans ces empreintes qu'il y a encore une fois là des traces de pas assez géants. Voilà. Oui, alors il y a des traces de pas humains de taille comparable à nos pieds, même chaussés. Et puis il existe aussi des traces de pas géants, absolument. Et donc on en a retrouvé. Alors ça on en trouve un peu partout dans le monde. Mais je pense que je vais donner quelques exemples de squelettes retrouvés, peut-être déjà. Ah oui, ce serait vachement sympa. Ah voilà. Alors donc par exemple dans le canton de Lucerne en Suisse, en 1577. Donc c'est au XVIe siècle on en a trouvé beaucoup. Donc on a trouvé un squelette humain de 5 mètres 94. Alors il a été très très étudié par les savants de l'époque. Et notamment par un moine médecin danois qui s'appelait Saxo et qui en parle. Alors attendez, parce que là vous me retournez la tête. C'est-à-dire que vous me dites qu'en 1500 et quelques, il y a un squelette d'un mec qui faisait 5,94 m qui a été retrouvé. Donc et donc là, l'histoire, les historiens, les chercheurs s'intéressent pas à ça. Alors moi je lis beaucoup de par exemple de chroniques anciennes des bourgeois qui écrivaient leurs chroniques. J'aime beaucoup les livres anciens qu'on trouve des rééditions, des choses un peu auxquelles j'ai accès par des bibliothèques privées parfois, des choses un peu et on trouve beaucoup de gens, à l'époque ils étaient tous latinistes, tous les gens qui étaient un peu érudits, et qui parlent de ces choses-là, et on retrouve souvent les mêmes citations. Par exemple la citation par exemple de Pline qui parle de squelettes géants qui ont été découverts, ou bien on retrouve ce squelette, on l'a plus, Marie, là, il y en a plus de traces, c'est fini. On a fait disparaître tout ce qui gênait, vous savez. Ah ouais. Ça, c'est encore une fois, on a la sensation que voilà, on a un dogme scientifique et puis qu'on on y échappera pas. C'est-à-dire voilà, et tout à l'heure, donc quand on va parler de certains géants qui existaient, que les grands navigateurs ont rencontrés, je parle de Magellan et de tout ce qui a suivi jusque curieusement, même les expéditions Darwin les ont rencontrés, ces géants-là, donc je vais parler, donc qui existaient encore. Et donc on verra qu'effectivement il y a quelque chose qui s'est passé. On a fait même disparaître des populations à cette époque-là. Ah ouais. Oui, en même temps qu'on faisait disparaître d'ailleurs les Indiens des mêmes coins. Donc par exemple, voilà une autre découverte qui de 1613, c'est à peu près les mêmes années. 7 mètres 90. 7 mètres 90. 7 mètres 90 près du château de Chaumont en France. Alors il était décrit celui-là comme presque complet. Alors mais il ressemblait à des hommes. Enfin, physiquement, il nous ressemblait ou pas, mais en grand? Celui-là, je pense que oui, mais enfin, il y en a qui ont un peu des différences. Il y en a qu'on retrouve qui avaient 6 doigts. 6 doigts. Et même, on en a retrouvé donc aux USA, tenez-vous bien, avec 2 rangs de dents. Oula, il devait être dangereux, cela. C'est pour ça que je pense qu'il mangeait de la viande crue. Ah, c'est ça, ouais. Et il est dit d'ailleurs, dans le témoignage que je tiens à donner, de rencontres contemporaines avec des géants qui existent toujours dans une certaine zone du monde, qu'ils redoutent le feu. Vous pensez, alors là, vous mettez le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une certaine zone du monde, il y a encore des géants? Oui. Ah ben, écoutez, il y a des ministres d'un certain État qui en parlent, qui les ont rencontrés. Ah bon? Et quel est cet État? Les îles Salomon. D'accord. Les îles Salomon. Les îles Salomon. Alors les îles Salomon, est-ce que vous situez à peu près Dites-nous, rappelez-nous. Alors les îles Salomon, c'est en Mélanésie, c'est dans ce qu'on appelle l'approche Océanie. C'est pas très loin de l'Australie en fait. D'accord, dans le Pacifique. Oui, voilà. Donc il y a une douzaine d'îles principales et il y a plus 960 îles plus petites. Vous voyez, c'est une sorte d'archipel qui est quand même. Et donc ça fait partie du Commonwealth, mais c'est un État indépendant. D'accord. Et les ministres des îles Salomon ont rencontré ces géants? On va en parler tout de suite si vous voulez. Ah bah oui, parce que moi ça me fascine, moi faut y aller là. Donc, on y va, on avance. Donc je passe, donc je vais vous lire carrément le témoignage. Du ministre, d'un des ministres en fait, c'est ça? Oui, donc qui est raconté. Alors, pendant que vous cherchez, je rappelle à tous ceux qui viennent d'arriver quand même que nous faisons une émission ce soir jusqu'à minuit sur les géants qui ont peuplé notre Terre, qui étaient là, semble-t-il, il y a au moins 500 millions d'années. Ça veut dire que, si je comprends bien, Marie, ils ont croisé à un moment donné la route des dinosaures quand même.
Oui, bien sûr. D'accord, Les géants, moi je sais pas, sur la présence d'humanité, je dirais, élaborée, a priori, on a des empreintes d'autres humanités à nous, de type Homo sapiens, a priori, chaussures, qui dateraient de 500 millions d'années. Maintenant, les géants, j'ai vu des traces de 80 000 ans déjà. Très très ancien, des choses très anciennes. Alors, rencontre contemporaine avec les géants vivants, donc je vais aborder un peu toutes ces rencontres-là finalement. Ben oui, bien sûr. Alors, il y a eu une rencontre étonnante qui s'est faite en 1973 en Pennsylvanie, dans le village qui s'appelle Buffalo Mills. D'accord, donc aux États-Unis. Voilà. Les gens ont vu un homme géant d'environ 3 mètres, étrangement vêtu d'une tenue qui semblait faite d'un matériau étincelant. Donc ça rappelle un peu ce qui est arrivé en Russie. Ah ouais, là donc on est plus sur les extraterrestres là. On est plus sur des géants extraterrestres, mais 3 mètres quand même de haut. Ah, c'est et donc ils l'ont vu descendre la rue du village, la rue principale, en regardant fixement les gens. Et puis d'un coup, il a été hors de vue, mais les gens ont été totalement effrayés, quoi. J'imagine. 3 mètres. En plus, le mec disait, moi, je suis grand. 3 mètres, mais vous imaginez. Et c'était il y a combien de temps, ça, vous me disiez? 1973, c'est pas vieux. Ah, c'est pas vieux, non. Donc oui, on est véritablement. Donc c'est. Voilà. Et moi, ça m'amène quand même à penser, parce que, il y a des cas où on a vu des vaisseaux, mais il y a des cas aussi, moi je me demande s'il n'y a pas des portes qui s'ouvrent de temps en temps. Ah, donc il pourrait y avoir des portes spatio-temporelles, c'est ce que vous voulez dire? D'accord. Alors, ce qui me fait dire ça, il y a 2 faits. Il y a la bête du Gévaudan, dont on n'a jamais su ce que c'était, mais telle qu'elle est décrite, ça n'a rien à voir avec un loup. Et il se trouve que depuis quelques années, régulièrement dans la même région, il y a des gens qui voient quelque chose qui ressemble au tigre à dents de sabre. Vous voyez, c'est une bête de la préhistoire. D'accord. Et donc on sait qu'elle n'a pas survécu, ça c'est pratiquement sûr. Donc qu'est-ce qu'elle peut entrer à un moment donné? On a retrouvé des poils, il y a des gendarmes qui l'ont vu. Ça veut dire que, en fait, pour vous, il y aurait peut-être des dimensions qui se croisent, en fait, des espaces-temps qui se croisent, et à un moment donné, certaines espèces apparaissent à nos yeux. Oui, elles peuvent entrer et ressortir, et elles peuvent aussi s'installer. Par exemple, je pense à une chose, c'est qu'on nous dit que le loup est réapparu depuis l'Italie. D'accord. Dans ce cas-là, il serait apparu d'abord, bien avant, dans les zones frontalières. Or, le premier département où le loup est réapparu, des années avant, c'est l'Isère, qui n'a pas du tout de frontière avec l'Italie. D'accord. Donc après, on a vu apparaître en Savoie, et puis dans les Hautes-Alpes. Bon, mais là, il y a l'Isère n'a aucune frontière avec un pays étranger. Donc, si c'est apparu déjà là 3 ou 4 années avant qu'on les voit ailleurs, là, il n'y a pas de frontière. Alors, dites-moi, donc, on va revenir sur les îles Salomon. Donc, le témoignage d'un des ministres, là, vous l'avez sous les yeux. Alors, que dit-il? Voilà. Il y a aussi ce qui s'est passé en Malaisie. Ah oui, on va y revenir. On y reviendra, il y a beaucoup de choses. Donc, on va juste, je pense... Donc, ça se passe sur l'une des îles Salomon, ça doit être la principale, je crois, Guadalcanal. Ouais. Et là-bas, quand on parle des géants, les gens ne sont absolument pas surpris. Ils comprennent pas que ça nous surprenne. Parce qu'ils ont toujours... Pour eux, c'est naturel. Pour eux, c'est naturel. C'est une population un peu de type de la première population d'Australie. D'accord. C'est un peu voilà. Et donc, ils vous disent, les gens, mais nous, on a 3 types de géants ici. Et donc, ceux qu'on rencontre le plus fréquemment font 3,20 mètres. Et après, il y en a de plus grands. Il y en a pas mal qui font dans les 4,60 mètres, qui sont a priori les chefs de tous les géants. Et vivent-ils en harmonie d'après les témoignages? Alors... Parce que ceux que vous m'avez décrits tout à l'heure, bon, ils n'étaient pas très sympathiques quand même, non? Justement, ceux-là, jusqu'à une période récente, ils n'étaient pas très sympathiques non plus, parce que c'était le garde-manger aussi. Les humains étaient le garde-manger. Ah ouais, faut arrêter maintenant. Et puis, ils sont en train d'évoluer, visiblement. Mais, ils mènent... Alors voilà comment ils sont décrits par la population. Ces géants ont de très longs... Alors je parle bien de description actuelle, parce qu'après on reviendra un peu sur les géants patagons. Ces géants ont de très longs cheveux bruns ou roux. Et quand ils veulent se donner bonne apparence, ils recoiffent d'une main leurs longues chevelures qui pendent chaque côté de leur visage. Donc ils sont un petit peu coquets quand même. Ils ont des sourcils saillants, des globes oculaires protubérants, rouges, un nez aplati et une énorme bouche largement dessinée. Moche.
Moi, je dis qu'ils sont moches quand même. Très très joli, non? C'est pas beau, hein. Donc la plus grande espèce, c'est celle qui est très chevelue. Et ensuite, les espèces les plus petites ont beaucoup moins de cheveux, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà. On a des petits chauves, mais qui sont des géants quand même. Voilà, voilà. Je suis un petit chauve, vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis un géant. C'est ça, oui, on m'appelle le géant. Bon, Marie, on va marquer une petite pause parce qu'il faut gagner notre vie, je le dis tous les jours. Et c'est important de payer l'électricité parce qu'après, sinon on le coupe. On voit plus rien. Ouais, on voit plus rien, on est dans le noir. Et on revient dans quelques instants vers vous, Marie Roca, pour parler des géants. Allez-y, hein, c'est fascinant. Beaucoup de gens d'ailleurs postent pas mal de choses sur la page Facebook. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui prennent peur parce qu'ils disent s'il y a eu des hybrides, il doit y avoir un gros sexe. Ouais, écoute, Voilà. on m'appelle le géant. Ah, c'est pour ça. C'est à nous, c'est toute la vérité, changez rien. Il était une fois Il était une fois un homme qui dit Avec Marie Roca, nous évoquons ce dossier des géants. Marie, donc nous étions du côté des îles Salomon avec ces géants qui aujourd'hui vivraient voilà dans le. Je vais vous donner 2 rencontres peut-être. Ben oui, allez-y, parce que alors on rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, donc des géants là du côté des îles Salomon, ils font quoi, 3,50 m, 3,90 m à peu près, c'est ça? Ils y vont plus haut, même ça va jusqu'à, je crois qu'on donne ceux qui dominent au niveau, qui organisent, qui Les chefs, quoi. gouvernent un peu les autres, si je peux dire, font dans les 4,60 m. Alors ils D'accord. vivent dans des sortes de grottes souterraines, ils ont une sorte de ville souterraine. D'accord. Des villes souterraines, parce qu'il y en a sur d'autres îles aussi. Hein. Ouais. Alors il faut savoir que l'île de Guadalcanal est très riche en or et qu'il y a donc de la prospection minière. Ah bon, Et ouais. à l'occasion de ces prospections, il y a des rencontres qui se font. Bon. Et donc, à un moment donné, il y a à peu près une trentaine d'années, là encore, plusieurs compagnies minières ont entamé des négociations avec les propriétaires terriens coutumiers. Vous savez, c'est quand même des endroits où la coutume, en Nouvelle-Calédonie, Bien sûr, ouais. donc ils ont conclu un accord pour faire quelque chose au sujet de cet or. Donc Ouais. tout le monde serait partie prenante. Et donc il y a la compagnie Ross Mining, je sais pas si je le dis bien, elle emporta donc l'accord, voilà. Et donc ces gens-là donc sont allés, ils ont commencé à creuser. Ils avaient des bulldozers vraiment géants aussi. Hein, Ouais. parce que c'est une région montagnère, une région très difficile à exploiter parce qu'il faut y aller, c'est de la piste plus que de la route. Hein. Ouais. Et donc cette mine qui mettait en exploitation, ils savaient très bien que ça borde le territoire des géants, Ouais. hein, et qu'il risquait d'y avoir quelque chose. Et un jour, l'un des grands bulldozers a cassé sa benne. Enfin, il y a une pièce qui a cassé. Ouais. Une petite pièce, souvent. Et donc, ils se sont dit, vu l'heure tardive, on rentre et puis on laisse la benne sur place et on rapporte demain la pièce qui manque. On rechange. Ouais. Et donc, ils se disent, on fera la réparation dans la nuit, voilà. Et lorsqu'ils arrivent le lendemain sur les lieux, Ouais. la benne a disparu. Alors je dis, tiens, c'est bizarre, elle ne peut pas disparaître, elle fait des tonnes, rien que la benne pesait 10 tonnes. Hein. Et donc ils cherchent partout dans les buissons environnants et ils trouvent des grosses empreintes de pieds de 90 cm. Donc ça c'est des empreintes de pieds, je sais pas quelle taille il faut. Donc près de l'endroit où ils avaient eux laissé la benne. Et finalement la benne va être retrouvée 100 mètres plus loin au sommet d'une colline, quoi. Et ils ont conclu il n'y avait pas d'autre solution, ils l'avaient lancé, quoi. Ah oui. Carrément, ils l'ont attrapé à plusieurs, ils l'ont lancé. D'accord. Alors là, je vous donne le témoignage de l'ex-premier ministre de Guadalcanal et de l'ex-ministre des Finances. Ouais. Alors, il faut savoir que quand je dis de Guadalcanal, c'est de l'île, hein, parce qu'après, c'est une fédération. Ouais. Et donc, ils ont vécu une rencontre avec les géants. Et maintenant, d'ailleurs, le gars est premier ministre à l'échelon, est ministre à l'échelon national. Hein. D'accord. Et donc, ils partent en Toyota, en 4x4, pour aller voir donc une prospection d'or, justement. Et ils passent plusieurs villages, et ils arrivent dans la zone où ils doivent arriver, pratiquement, ils sont tout près d'arriver. Et puis, ils s'embourbent, quoi. En fait, ils tombent un petit peu, leur 4x4 se retrouve un petit peu décalé, un peu en traverse sur le fossé. Et donc, ils n'arrivent pas à s'enlever de là. Ils se disent, il nous faut du renfort. Donc, ils retournent à pied au dernier village qu'ils ont traversé. Ils ramènent une trentaine de jeunes. Ouais. Et puis, ils refont le chemin à pied. Ouais. Et ils arrivent. Et qu'est-ce qu'ils voient quand ils arrivent? Le véhicule était de nouveau au milieu de la voie. Il n'était pas mis tout seul. Hein. Ouais. Et il y avait 2 énormes géants qui attendaient sur place. L'un était derrière le véhicule et l'autre devant. Et donc, ils avaient remis le véhicule en place.
D'accord. Ah bah là, c'est pour une fois, c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Mais les gens ont eu la frousse, quoi. Ah bah, non mais vous plaisantez ou quoi, Marie? Allons. Hey, moi je vois des trucs qui font 4 mètres, ça va quoi, je suis un peu flippé quand même, non? Bah surtout, en fait, c'était les gens du pays, ils savaient que ils servent de gibier, ces géants-là. Alors les géants plus petits qui font dans les 2,60 m, ils n'hésitent pas à prendre le fusil pour leur tirer dessus, hein. Ah oui, carrément. Oui, mais les géants plus grands, ils prennent la poudre d'escampette. Oui, c'est ça. Ou alors faut y aller avec la dynamite, hein. Mais dites-moi, moi, les îles Salomon, là, il y a quand même la télévision, il y a quand même des médias. J'imagine quand même que ils ont été filmés, non? Alors je sais pas s'ils ont été filmés parce que ils se montrent pas trop. Puis les zones où ils sont, ils ont leur propre endroit où les autres personnes ne se risquent pas trop, justement par peur. Oui, mais parce que quand même aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Moi, je vois un géant en secrète, je filme quand même, quoi. Je suis pas totalement abruti. Oui, je sais pas si tout le monde a un téléphone portable aux îles Salomon aussi. Je crois qu'ils vivent encore assez de façon coutumière, hein, pour la plupart déjà. Il y a toujours un mec aujourd'hui qui a un téléphone portable. Au bout du monde, il y a toujours un mec qui a un téléphone portable. Donc voilà. Alors la rencontre des ministres, ça date d'il y a une trentaine d'années. Hein. Ah oui, quand même. Donc, il y avait pas de téléphone portable. Ah non, voilà. c'est vrai qu'il y avait pas et ça. Puis bon, ils ont été surpris parce que même s'ils savaient qu'il y avait des géants pas loin, parce que pour eux c'est pas une surprise, hein, ils savent. Hein. Et il n'y a jamais eu d'enquête d'expédition pour essayer de les rencontrer? Je ne sais pas. Parce que moi j'apprends ça, je suis un mécène, j'ai plein d'argent, je me dis tiens. La question des gens comme Florent Barrère ou comme Philippe Coudray. Ouais, parce que peut-être qu'eux ont mais je pense qu'ils ont plus fait des recherches sur les hommes sauvages velus, qu'on confond parfois avec les géants, parce que certains hommes sauvages velus font plus de 2,60 m. Ouais. Donc, ça, c'est les Sasquatch, c'est le Yeti, tous ces machins. Voilà, c'est tout à fait ça, que dans les Alpes on appelait Marfola, voilà, qu'ailleurs on va appeler le Sasquatch, voilà, le Yeti, le Bigfoot, voilà. Donc. Est-ce qu'il y a des traces de ces géants aux 4 coins de la planète, Marie? Alors, aux 4 coins de la planète, on a trouvé effectivement des squelettes. Mais vous savez-vous qu'en 1994, près de Montpellier, on a trouvé tout un cimetière de géants. Non. Il n'y a pas eu un mot dans la presse. Ah non, mais alors là c'est pas possible. Si. Vous savez comment je l'ai découvert, moi? Mais non. Par un cryptozoologue norvégien sur un site anglais de cryptozoologie. Alors ça, il va falloir que vous le donniez. Mais je n'ai pas, il n'a pas lui-même de détails. Il l'a appris, et ça, tout a été occulté. Mais il l'a appris comment? Eh ben, il l'a appris parce que il y a toujours des gens qui arrivent à avoir des informations. Il donne même la date de la découverte. Hein. C'était quand? Allez-y, vous l'avez ou pas, vous rappelez? Oui, mais il faut que je retrouve la. Bon, ben non, mais vous le donnerez à Hélène tout à l'heure parce qu'il va falloir qu'on fasse des recherches. Parce que si à Montpellier il y a un cimetière de géants, moi je vais aller les voir hein, quand même. Hein. Je veux qu'on fasse une émission directe de là-bas. Ah oui, non, mais c'est clair que. Mais ça a été occulté et on vous dira que non, c'est de l'invention. Ah, c'est ça. Mais je peux vous donner d'autres rencontres avec les géants. Ah bah oui, allez-y alors. À l'époque donc des grands navigateurs. Alors première expédition qui va rencontrer des géants, c'est en Patagonie. D'accord. C'est l'expédition Magellan. Bien donc, sûr. Et vous avez Antonio Pigafetta, qui est un Italien qui participait au voyage de Magellan, qui était aussi un savant, hein, et qui a fait même des dessins de ces géants. Ah ouais. Alors je vous donne, donc c'est le premier voyage, c'est 1519 à 1522. Alors, un jour, sans que personne n'y pensât, nous vîmes un géant qui était sur le bord de la mer, tout nu, et il dansait, sautait et chantait. Alors les géants patagoniens ont la particularité d'être très sympas, contrairement à ceux qu'on a vus là. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous dites très sympa, c'est qu'ils ne bouffaient pas, quoi. En fait, c'est ça. Oui, non, il y a eu des échanges, il y a eu des choses très sympas entre eux, voilà. Et même avec les populations locales d'Amérindiens locaux, il y avait des échanges entre ces géants et les hommes normaux, quoi. D'accord. Hein? Donc notre capitaine envoya vers lui un de ces hommes auquel il donne la charge de chanter et danser comme l'autre pour le rassurer, lui montrer amitié, ce qu'il fit. Le mec, sympa le capitaine, il en envoie un mec, fait toi tu vas aller voir le géant, tu vas chanter et danser devant lui. C'est ça, voilà ça. L'homme d'équipage, il est obligé d'obéir. Hein. Ah bah c'est pas des coronesses qu'il avait, hein, c'était des trucs... C'était incroyable. Donc alors, il est allé chanter et danser devant lui. Comment ça s'est passé? Et donc, l'homme du navire a amené le géant à monter donc sur le bateau. Ils l'ont amené, enfin sur la barque, et ils l'ont amené donc jusqu'à une île où le capitaine l'attendait. Alors, je cite, quand il fut devant nous, il commença à s'étonner, à avoir peur, et il levait un doigt vers le haut, croyant que nous venions du ciel.
Vous voyez qu'eux aussi, ils pensent qu'il y a des extraterrestres. Hein. Bien sûr. Il était si grand que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture. Alors, le plus grand de ces navigateurs-là faisait peut-être, je sais pas, à l'époque 1m72, hein. Ouais. Donc, il arrivait à la ceinture. Donc on peut imaginer que c'était les 3 mètres et quelques, quoi, 3,50 m. Oui, dans les 3,60 m à peu près. Hein. Incroyable. Donc, il était vraiment bien bâti. Donc, effectivement, ils ont des proproportions tout à fait correctes. C'est pas comme les gens qui sont malades et qui développent... c'est pas des disproportions. 6 jours après, nos gens allant couper du bois virent un autre géant au visage peint qui avait à sa main un arc et des flèches. S'approchant de nos gens, il fit quelques attouchements sur sa tête et après sur son corps, puis en fit autant à nos gens. Voilà, donc c'était des signes de bienvenue qui étaient comme ça chez lui. Est-ce qu'on a, Marie, des témoignages de leur activité quotidienne? Que faisaient-ils? De quoi se nourrissaient-ils, etc. Est-ce qu'on a des témoignages de tout cela ou pas? Oui, je pense qu'il y en a. Par exemple, à un moment donné, donc vous avez plein d'illustrations, il y en a des centaines. Hein. Donc là, par exemple, là j'ai le comte de Buffon qui en parle, donc 1707-1788, parle de l'expédition de Magellan, mais il y en a d'autres qui témoignent aussi. Et donc par exemple, Magellan fit boire et manger ce géant, donc il les a reçus. On les montre, ils vivaient à peu près comme les autres Indiens non géants, quoi. D'accord. À une échelle autre, bien sûr. Parce que quand on mange un poulet, il faut qu'il en mange 3, le gars, quand même. Une autruche, ça passe. C'est le hors-d'œuvre. Oui, c'est ça. À 3,60 m, le bougre, je vous dis pas l'estomac qu'il devait avoir. Alors, c'est marrant parce qu'on a la sensation, autant quand on parle de Magellan, des expéditions 1500, 1700, etc., on se dit, bon, ça remonte à loin. Et moi, je suis plutôt fasciné par ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de la Russie, et on a associé beaucoup ces géants aux extraterrestres, et vous en faisiez mention il y a quelques instants. Oui. Hein. Donc, souvent ça, on a pas mal de témoignages là-dessus. Hein. Oui, alors vous avez aussi, il y a quelque chose qui s'est passé en Malaisie aussi, qui est assez intéressant aussi. Je vais lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lis l'article qui était paru dans un journal espagnol. Là. Allez-y. L'armée territoriale malaise a reçu l'ordre d'être vigilante et tirer à vue sur un géant qui a terrorisé la ville de Segamat, située à 160 km au sud-est de la capitale. Selon un article paru dans l'Utazon Malayu, dans cet article, il dit que le géant aurait fait une belle peur à plusieurs soldats dans leur camp, pour que les soldats aient peur. Hein. L'un de ceux-ci déclara qu'il entendit des pas, alors qu'il était de garde de nuit. À la lueur d'un feu de camp, il vit un monstre de 6 mètres de haut. 6 mètres 6 mètres. Le géant disparut immédiatement après avoir été vu par la sentinelle. Les habitants de l'état de Kampong Bonggis, je ne sais pas si je dis bien pour les gens qui sont de là-bas, à 15 km de Segamat, signalèrent qu'ils avaient rencontré des traces de pas de 45 cm de long, 15 cm de large et profonde de 12 cm et demi. Alors moi, ça me fait dire qu'ils faisaient certainement pas 6 mètres de haut. Les gens ont été impressionnés et c'était probable. Moi, je pense, c'était probablement ce qu'on appelle l'orang Gigi. Alors, l'orang Gigi, c'est une sorte de yéti. Hein, c'est un homme sauvage velu. D'accord. Donc, c'est pas un géant à proprement dit, mais ils sont très hauts. Ils peuvent effectivement être dans les 3 mètres à peu près. Je pense qu'un pied de 45 cm, ça doit être en proportion de 3 mètres de haut. Effectivement, quand on... Voilà. Et ça, c'était quand, ça, en Malaisie? Alors ça, c'est ces années 60, hein, 1966. D'accord. Donc, en fait, c'est quand même assez contemporain, mais c'est encore pas le plus proche, c'est 1994 ou un truc comme ça, dont vous avez parlé. On a 1996 en Israël. Ah, en Israël en 96. Oui, alors là, vous voyez, on parlait d'Israël tout à l'heure, fait de la Bible. Là. Ouais. Donc en Israël, dans la ville de, alors encore, je sais pas si je prononce bien, Yazid. Ouais. Excusez-nous pour les prononciations. Mais oui, voilà. Le 3 janvier 1996, Herzl Constantini, chef de la sécurité locale, a observé dans son jardin, donc chef de la police, dans son jardin, un géant de 3,30 m, de 1,50 m de large et d'un poids d'environ 2 tonnes. Donc je vous ai mis la photo parce qu'on voit bien les pieds, l'enfoncement des pieds. Alors, elle est où la photo? Vous l'avez postée sur la page Facebook ou on va la poster peut-être? Parce que c'est quand même assez hallucinant. Voilà, on va la poster sur la page Facebook parce qu'un géant de 3,30 m en Israël, c'est le grand rabbin. C'est ceux qui doivent rester, je pense, effectivement, des Néphaïm. Hein. Je pense que il y a peut-être des résidus un peu partout, ils se cachent. Hein, mais en même temps, ce qu'on voit dans ce que vous nous dites, c'est que quelles que soient les civilisations, les endroits, voilà, aucun endroit au monde est épargné. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on voit qu'il y a des géants un peu partout. Hein.
Moi, j'en ai pas encore vu personnellement. Non. Par contre, en France, à part dans les Alpes, on en a vu ailleurs ou pas? Alors dans les Alpes, parce que les gens ont vu, c'était plutôt des des yétis, quoi. En fait, ce qu'on appelle communément le yéti, quoi. En fait, voilà. C'est ça. Ouais. La dernière, alors je crois que la dernière fois qu'il a été aperçu, qu'on en a aperçu un, c'est dans les années 60. Ouais. Et auparavant, c'était en 1923. Il y avait un témoignage très très net, mais un peu, on se disait c'était de la légende, c'est pas possible. Alors on va revenir à ce qui s'est passé maintenant à Moscou. Hein. Ah, alors allez-y. Moscou. Alors ça s'est passé le 27 septembre 1989. Là encore, c'est pas vieux. Hein. On n'est pas très très loin. Là. Non, on n'est pas loin. Donc c'est un ovni carrément qui a atterri dans un jardin public. Il a bien choisi son endroit, à Voronezh. Et l'observation donc a été faite de 3 occupants de cet ovni qui était géant. Et ça a été décrit par de nombreux témoins, donc 20 témoins environ, des policiers, des adultes et des enfants. Et par exemple, les enfants ont dessiné ces géants, quoi. Oui. Donc, on se dit, bon, quand il y a 20 personnes qui voient, c'est un peu comme dans le cas de ce qui s'est passé en Pennsylvanie. Ça ressemble beaucoup à ça. On se dit, c'est pas possible, quoi. Ils ne peuvent pas avoir inventé tout ça, quoi. Donc, a priori, voilà. Et donc, j'avais autre chose. Donc ça, c'est 1989 en Russie. Il y a une question qui est arrivée pour vous sur la page Facebook. Bob, vous dites la vérité, Elliot. Oui, il y a Sylvain qui veut savoir s'ils sont aussi plus intelligents que nous. Oui, parce que on peut imaginer que plus ils sont grands, plus ils ont un gros cerveau. Donc, c'est pas forcément vrai, ça. Ah, d'accord. Parce que déjà, dans les races humaines, alors là, je suis désolée, mais je dois dire, ça veut rien dire. Hein. Ouais, cela dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tout petits, qui sont très intelligents. Oui, ils sont très grands, ils sont très cons. Hein, donc voilà. Alors, on fait intervenir la capacité cérébrale, en fait. Hein. C'était un peu prédestiné. À 30 ans, je faisais des chansons, des paroles de chansons pour un chanteur. Et j'avais écrit une chanson dont les paroles étaient tous des nains, tous des géants. Ouais. Et je parlais notamment d'un musicien qui est mort maintenant, qui est un excellent pianiste, qui me fascinait, de jazz. Et qui était, il avait un peu la même maladie que Toulouse-Lautrec, hein, et Petrucciani. Hein. Ouais, bien sûr, Michel Petrucciani, ouais. J'adorais parce que c'était un génie, quoi. Et donc, c'est pas parce qu'on est petit. Non, mais voilà, c'est ce que vous avez raison de dire que, voilà. On peut être grand, magnifique, un super canon de beauté, et être bête comme ses pieds, quoi, on est d'accord. On est d'accord. Donc on va être obligé de se quitter puisqu'on arrive presque au terme de cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui, mais on y reviendra, Marie. On vous a sous la main maintenant, donc on aura l'occasion de faire des émissions sur les géants parce que c'est passionnant. Et puis on reviendra également sur la cryptozoologie. Je sais que ça vous intéresse. Voilà, les yétis. Alors, je voulais quand même dire une chose encore. Allez-y, vite fait, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La dernière expédition qui fait mention des géants patagoniens, c'est l'expédition Darwin. Oui. Hein, qui a dessiné. Donc, ils avaient un illustrateur qui a dessiné, effectivement, ces géants. Et comme par hasard, ils disparaissent après. Or, on sait que dans cette zone, il y a eu quelqu'un qui était un Roumain qui a acheté des terres là et qui a été payé. Donc, il y a des photos même où il pose sur les cadavres des gens qu'il a tués et qui a exterminé tous les habitants de cette contrée. Dont les géants probablement. Mais il a exterminé, donc il s'appelle Popper. Hein, d'accord. Ben voilà, Marie Roca, historienne et romancière, merci d'avoir été avec nous ce soir. On n'a pas pu tout dire, hein, il y en avait beaucoup à dire encore. Mais vous inquiétez pas, vous reviendrez ici. En tout cas, merci infiniment de nous avoir un petit peu éclairé sur ces géants. À très bientôt, Marie.